la contestation de certaines mesures envisagées est tellement importante qu'elle a entraîné, vous le savez, un mouvement de grève spontanée, lancé par plus d'une trentaine de barreaux dans toute la France, grève que plusieurs syndicats de magistrats ont considérée comme devant être soutenue par eux, tant elle apparaissait légitime. Le barreau français, c'est-à-dire les 58 000 avocats ici représentés par le Conseil national des barreaux, qui a pour mission de s'exprimer en leur nom, en accord avec les bâtonniers à la tête de leurs ordres et avec les syndicats au nom de leurs membres, entend dénoncer le traitement dont la profession fait l'objet de la part des pouvoirs publics. Sous une précédente présidence de la République, les magistrats avaient été méprisés, on s'en souvient. Est-ce maintenant au tour des avocats d'être déconsidérés? Je ne veux pas le penser. Et pourtant, les avocats ont le sentiment d'être mal aimés. Sans doute parce qu'ils sont indociles, sûrement parce qu'ils sont indépendants. Mais cette indépendance est consubstantielle à l'existence de leur profession, et il n'est pas question un instant d'y toucher, vous le savez. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je vous l'ai dit, je préfère considérer votre ministère, non pas comme un ministère de tutelle, mais comme un ministère de rattachement. Et c'est dans cet état d'esprit d'indépendance que je m'adresse à vous en précisant d'emblée que les avocats n'ignorent pas les difficultés actuelles de notre pays et celles que rencontre votre ministère. Ils l'ignorent d'autant moins qu'ils vivent aussi, comme tout citoyen, ces difficultés dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle. Alors, pour vous montrer que nous ne sommes pas systématiquement négatifs, je voudrais évoquer d'abord des points d'accord. Il y en a. Votre projet, Madame, de réforme pénale. Notre profession est sans doute la seule, ou l'une des seules, au sein de la communauté nationale, et avec certains magistrats qui savent de quoi ils retournent, à approuver votre projet. Le grand public, chauffé à blanc par les médias, souvent prompt à dénoncer les nouvelles orientations, l'ensemble du monde policier, une partie au moins de l'administration pénitentiaire, font cause commune avec vos opposants politiques qui font leur miel des déformations de votre projet et des difficultés budgétaires qui le rendront difficile à être mises en œuvre. Au sein même du gouvernement auquel vous appartenez, une polémique estivale a opposé les tenants d'une politique moderne et humaine aux partisans du tout carcéral qui n'arrêtent pas de vous vouer aux gémonies. Mais cela ne vous arrête pas. Nous non plus. Nous, les avocats, avec des sensibilités différentes, des appartenances politiques diverses, nous sommes, dans l'ensemble, avec vous. Car nous estimons que la suppression des peines planchers, la fin des peines automatiques en cas de récidive, la création de la contrainte pénale comme une véritable peine et non comme une mesure de sûreté, et à condition qu'elle se distingue du sursis avec mise à l'épreuve, le projet d'un code de l'exécution des peines sont des mesures positives et intéressantes dans la situation que nous connaissons. Les avocats pénalistes et ceux qui le sont moins proches de la pratique quotidienne des tribunaux correctionnels ou des cours assises sont dans l'ensemble favorables à votre projet. Pas de béatitude, cependant, car nous le savons, il faudra du temps et des moyens humains et financiers pour mettre en œuvre cette réforme une fois qu'elle aura pu être votée dans un délai qui actuellement n'est pas précisé. Mais les moyens financiers que j'évoque pour cette réforme, nous savons qu'il en est question ailleurs. Alors, avant de m'engager sur un sujet délicat, sur lequel tous ici attendent de votre part des réponses aussi précises que possible, je dois d'abord vous dire que nous considérons que vous avez fait preuve initialement de courage politique en supprimant la CPAJ, la taxe de 35 €, cette taxe honteuse qui grevait l'accès à la justice
foulant au pied le principe, n'est-il pas constitutionnel d'ailleurs, de la gratuité de la justice. Vous aviez pris, Madame, l'engagement il y a 1 an, à l'Assemblée générale extraordinaire du CNB du 5 octobre 2012, d'obtenir la suppression de cette taxe. Vous aviez prévu de tout faire pour y parvenir et même, s'il le fallait, de vendre les bijoux de la chancellerie. Cela n'a pas été nécessaire, vous avez obtenu cette suppression, cela mérite des applaudissements. Mais vous, qui êtes nourris de culture classique, n'ignorez pas que la roche tarpéienne est près du Capitole. Puisque la suppression de cette taxe a certes été compensée par un abondement du budget général de l'État pour le même montant d'environ 60 millions d'euros, mais dans le même temps, et parce qu'il vous était demandé de réaliser une centaine de millions d'euros d'économies, à trouver dans tous les secteurs confondus de votre ministère, vous avez touché au fond de l'aide juridictionnelle. Que n'avez-vous fait là? Comment était-il possible de diminuer les crédits à ce titre, alors que déjà, ce fonds était largement insuffisant, tant en valeur absolue, environ 300 millions d'euros, qu'en comparaison avec les pays voisins pour une population comparable, puis-je dire que la Grande-Bretagne a un budget d'aide juridictionnelle 8 fois supérieur, soit environ 2,5 milliards d'euros. Nous savons en outre, nous savons bien, vous le savez, que ce fonds n'a pas été réévalué depuis 2007. C'est la raison pour laquelle, malgré les discussions en cours, la collectivité des avocats s'est soulevée. Je n'ai pas eu besoin de lancer un appel à la grève. D'ailleurs, ceux qui me connaissent bien savent que ce n'est pas vraiment mon style, puisqu'une trentaine de barreaux l'ont décidé, spontanément pour ce jour, 4 octobre 2013, parfois depuis hier, pour préparer la venue ici peut-être, et d'autres fois pour lundi encore si rien ne changeait. Sans être exhaustif, il s'agit des barreaux de Nevers, Bastia, les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Coutances-Avranches, Chartres, Saintes, Poitiers, Brest, Bayonne, Rouen, Bordeaux, Fort-de-France, Quimper, Tours, Nantes et Lyon, si je n'en ai pas oublié. D'autres barreaux sont prêts à prendre le relais. Et le barreau de Paris lui-même, sous la houlette de son bâtonnier, qui n'est pas une gauchiste, a voté le 1er octobre une motion lui donnant tout pouvoir, je cite, pour prendre toute décision utile à la défense des intérêts des avocats du barreau de Paris, y compris par un recours à la grève générale, si le gouvernement persiste dans sa volonté de porter atteinte aux intérêts des avocats et des justiciables. Mais pourquoi en sommes-nous là? Naturellement, nous ne saurions vous reprocher la suppression de la CPAJ, puisque cette suppression a été compensée. Mais les économies faites sur la démodulation des unités de valeur servant au calcul de l'indemnisation chichement accordée aux avocats qui effectuent des missions au titre de l'aide juridique ont creusé un trou d'une quinzaine de millions d'euros dans les fonds de l'aide juridictionnelle au détriment des avocats considérés. Et l'apparente augmentation du taux uniforme de l'unité de valeur aboutit en réalité à diminuer pour certains barreaux le montant de l'indemnisation. Je me suis demandé qu'étaient ces certains barreaux. La réponse est 157 sur 161. C'est donc la grande majorité des barreaux qui souffrent de cette apparente augmentation pour vivre en réalité une diminution. Cette situation, Madame la Ministre, est totalement inadmissible. Et j'ajoute, surtout venant d'un gouvernement de gauche. Alors, comme vous nous écoutez, vous nous avez dit qu'il fallait trouver des solutions, qu'il fallait, si possible, que la profession elle-même trouve des solutions pour reconstituer les fonds nécessaires. Et vous avez évoqué, notamment dans votre récent déplacement à Rennes, les 11 propositions ou pistes de réflexion que vous avez lancées à ce sujet. Je dois dire
sans être vexatoire, que ces 11 propositions, c'est un peu le serpent de mer, car il y a 48 heures encore, je demandais à vos services quelles étaient ces 11 propositions. Le silence presque gêné m'a fait comprendre qu'il y avait eu des propositions, certes, mais on n'était pas sûr qu'il y en avait 11. En tous les cas, nous en avons retenu 3. Et parmi ces 3 propositions, il y en a une, je le dis d'emblée avant de dire laquelle elle est, il y en a une qui est absolument irrecevable, impossible à accepter, inadmissible. De quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne le sauraient pas, simplement du projet de taxation sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats. Si je ne me méprends pas, je comprends bien que c'est le refus de la mesure que l'on applaudit et pas la mesure elle-même. Pourquoi demanderait-on en effet aux avocats de contribuer à financer l'indemnisation insuffisante accordée à leurs confrères? Demande-t-on aux médecins de financer les difficultés de l'hôpital public? Demande-t-on aux architectes de financer la construction des HLM? Demande-t-on aux sages-femmes de financer la construction de crèches ou de haltes garderies? Non. Et puisque la réponse est bien négative à toutes ces questions, pourquoi la profession d'avocat serait-elle la seule à subir ce traitement? Oui, les avocats supportent la charge de l'aide juridictionnelle. Oui, ils le font. C'est leur honneur. Mais il ne faut pas... C'est leur honneur, oui. Mais il ne faut pas que dans le traitement comparé des diverses professions juridiques, on puisse conclure, par exemple, aux notaires les riches, aux avocats les pauvres. Je reparlerai des notaires dans un instant. Si la taxation sur le chiffre d'affaires est inadmissible, il ne reste plus que 2 voies principales que nous pouvons ensemble explorer. D'une part, la taxation des actes juridiques. Il est possible en effet de prévoir une taxe d'un taux très faible, répartie sur une assiette très large, incluant, je le précise, les actes notariés, pour trouver des fonds en contrepartie d'un véritable service rendu à nos concitoyens. L'autre proposition serait un recours plus marqué à l'assurance de protection juridique. Nous savons que beaucoup de contrats, notamment les contrats multirisques habitation, sont assortis de clauses de protection juridique, mais elles sont rarement mises en œuvre alors qu'elles pourraient l'être plus systématiquement, et il serait possible aussi d'adjoindre de telles clauses pour les contrats d'assurance des véhicules terrestres à moteur, voiture ou vélomoteur ou moto. L'assurance étant obligatoire, la protection juridique le deviendrait aussi. D'autres possibilités peuvent être explorées et discutées, comme celle de l'examen plus approfondi des dossiers soumis à l'aide juridictionnelle. Vous savez que le seuil est assez élevé et l'assiette est très large. Ce n'est pas la même chose dans tous les pays, mais je ne pense pas que les avocats veulent réduire l'accès à la justice des plus démunis. Mais examiner aussi les ressources des demandeurs, en ajoutant parfois à leurs revenus insuffisants ou inexistants, l'existence d'un patrimoine qu'ils ne révèlent pas toujours. En tout état de cause, la direction qu'il ne faut pas suivre, c'est celle de la diminution du budget actuel de l'aide juridique, de telle sorte que la solution trouvée sur la démodulation des unités de valeur reste, je le répète, inacceptable pour la profession. Il faudra, Madame le Ministre, obtenir le retrait de l'article 69 du projet de loi de finances de 2014 pour que nous puissions ensuite et ensemble discuter d'un véritable financement de l'aide juridictionnelle. Et nous ne sommes pas les seuls à vous le demander et à insister pour ce retrait, puisque j'ai appris hier soir que plus de 70 parlementaires bien informés avaient écrit au Premier ministre une lettre argumentée qui n'est pas suscitée par les avocats pour demander le retrait
de cet article 69. Si j'étais un peu long sur le sujet, et même un peu passionné, vous comprenez que ce sujet à lui seul est la cause d'un mouvement de grève inhabituel, lancé pour le jour même de votre présence parmi nous. Et pourtant, je veux évoquer d'autres sujets. Je vous indiquais que la profession d'avocat a parfois l'impression désagréable de ne pas être bien considérée par les pouvoirs publics. Les exemples, hélas, ne manquent pas pour conforter ce triste sentiment. Puis citer, pour mémoire, heureusement, l'incroyable débat qui, à la suite de l'affaire Cahuzac, a un temps permis d'envisager l'interdiction pour un avocat d'être parlementaire. Heureusement, ce projet a été abandonné. En revanche, la disqualification des avocats pour intervenir dans les plans de sauvegarde de l'emploi a été maintenue, au profit, cette fois, non pas des notaires, mais des experts comptables. Et la liste des difficultés n'est pas close. Je dois évoquer la soumission des CARPA à la déclaration de soupçon. Un article 10 qui acquiesce du projet de loi sur la lutte contre la fraude fiscale envisageait de soumettre les CARPA à la déclaration de soupçon, alors que nous le savons, les avocats y sont soumis, et que les flux financiers qui transitent par les CARPA proviennent des avocats et arrivent aux avocats. Apparemment, ce projet est abandonné, et vous pourrez peut-être nous donner de bonnes nouvelles à cet égard. Une autre bonne nouvelle, je ne peux pas la passer sous silence, c'est qu'un amendement positif, cette fois-ci, a permis de soumettre les perquisitions, dont Jean-Michel Darrois nous rappelait il y a quelques demi-heures qu'elles étaient de plus en plus nombreuses dans les cabinets d'avocats, que ces perquisitions en matière fiscale et douanière, conduites dans les cabinets d'avocats, bénéficieraient des mêmes protections que celles existant en matière pénale, avec donc la présence du bâtonnier ou de son délégué. Il y a donc des raisons d'espérer, mais il y a aussi des raisons de s'inquiéter. Voici revenir nos amis notaires avec la cession de parts de SCI ou de SCPI. Là encore, ce n'est pas les notaires qu'on applaudit, c'est la contestation de ce texte qui voudrait soumettre ces cessions de parts à un acte authentique. Vous nous avez dit, vos services nous ont dit, et nous vous croyons, que non seulement ce projet n'émane pas de votre ministère, mais qu'encore vous n'étiez pas au courant de... C'est possible dans un gouvernement, c'est possible que vous n'étiez pas au courant de ce que ce projet de loi dit allure, et qui n'a pas si fière allure que cela. Ce projet de loi soumettait les cessions de parts à l'acte authentique au motif que cette modalité permettrait de mieux protéger le droit de préemption des communes, alors que nous savons qu'il n'en est rien, que les déclarations d'intention d'aliéner, les DIA, suffisent à alerter les communes en cas de volonté de droit de préemption. Ce changement, par conséquent, envisagé au détriment des avocats, ne trouve aucun fondement, mais vous m'avez indiqué que vos services allaient veiller à ce que cet amendement, que j'appelle scélérat, soit retiré. Quant à l'action de groupe, et nous avons entendu le président de l'Union des consommateurs, ce texte loi sur la consommation introduit l'action de groupe en France, bien. Mais il l'introduit dans des conditions telles que, là encore, la suspicion porte sur les avocats. Pourquoi, en effet, ces actions ne pourraient être engagées qu'avec l'accord d'une association agréée. Pourtant, dans les grands principes du droit français, et la plupart d'entre nous les connaissent, l'accès au juge est libre et c'est le juge qui doit statuer sur la recevabilité ou le bien fondé d'une action. Avec ce projet, ce sont les associations agréées. Cela ne plaît pas du tout aux avocats, à juste titre, pas pour leur défense, pour la défense des justiciables. Je devrais encore vous dire un mot, mais il faut que j'aille plus vite. Sur la garde à vue, elle devrait faire l'objet d'un développement plus important, puisque les conditions de l'indemnisation des avocats désignés en commission d'office, à ce titre, pour les milliers de gardes à vue qui existent en France, dans les très nombreux lieux où elles peuvent être décidées, ces conditions d'indemnisation méritent une meilleure appréciation. Vous nous dites, cette question ne doit être examinée qu'avec des chiffres précis.
Et des chiffres précis, vous nous en avez demandé. Alors, nous disposons certes de quelques statistiques sur l'implication des barreaux dans l'aide juridictionnelle et dans les gardes à vue, mais nous ne disposons pas, nous, institutions de la profession, nous, le Conseil national des barreaux, de chiffres concernant précisément chaque cabinet d'avocats. Je peux vous dire à titre d'information qu'il y a plusieurs barreaux en France dont 100% des avocats effectuent des missions d'aide juridique et d'aide juridictionnelle. Je vais les citer. Ce sont par exemple les barreaux d'Argentan, de la Meuse, de Laon. C'est quasiment à 98%, et non pas 100%, le cas des barreaux de Melun, de Seine-Saint-Denis, de Senlis, de Libourne, de Bergerac, de Roanne et de Mont-de-Marsan. Alors que dans d'autres barreaux, souvent plus importants, comme Grenoble, Nantes, Rennes et Lyon, il y a seulement 40 à 55% des avocats qui effectuent de telles missions. Et dans des barreaux plus nombreux encore, les Hauts-de-Seine, le taux est à 17% et il est à 13% pour les avocats de la ville de Paris. Ces chiffres ne sont pas étonnants puisque les barreaux les plus impliqués dans les juridictionnelles sont généralement les barreaux des villes moyennes, avec un effectif d'avocats le plus souvent inférieur à 50 et même parfois inférieur à 100 avocats, sauf Bobigny, où il y a plus de 500 avocats. La profession, je m'y engage, fera en sorte de faciliter la discussion qui va s'ouvrir sur l'amélioration de la situation en matière d'aide juridictionnelle. Mais cependant, elle ne pourra s'ériger en inspection fiscale à l'intérieur des cabinets pour savoir quels sont les avocats qui font de l'AJ, quels sont ceux qui n'en font pas et quels sont leurs revenus respectifs. Il faut le comprendre. La liberté de l'avocat, la liberté de l'honoraire, les avocats qui reçoivent les revenus de leurs honoraires et qui payent les impôts comme tous les citoyens n'engagent pas à une acquisition fiscale pour déterminer quel doit être le montant accordé par l'État à l'aide juridictionnelle. Alors il me reste quelques points rapides avant de vous laisser la parole, car c'est vous, madame, que l'assistance attend avec impatience. Vous avez vu le petit film dessin animé et humoristique sur l'acte d'avocat. En mettant en place ce nouvel instrument juridique, la profession fait un grand pas, puisqu'elle s'oblige elle-même à une rigueur qui est généralement la sienne, mais qui n'est pas toujours reconnue par les tiers, et notamment par quelques professions voisines. La mise en œuvre, cependant, de la loi de mars 2011 nécessite de prévoir la conservation de l'acte d'avocat. D'ores et déjà, la conférence des bâtonniers a prévu un système de conservation sur l'exemplaire papier original, signé par les parties et contresigné par l'avocat. Son président l'a confirmé hier aux 3e États généraux des ordres. Cette situation n'est en rien gênante pour le Conseil national des barreaux, bien au contraire, car le développement futur et proche que nous prévoyons dans une conservation de l'acte sous forme numérisée est la suite normale de cette conservation papier. Il n'y a pas d'antagonisme, il y a un travail en commun qui se poursuit avec des allures différentes. Avec toutes les sécurités nécessaires, la conservation sous forme numérisée permettra de donner à l'acte d'avocat toute sa force. Et nous en avons discuté, une formation complémentaire pourra être donnée aux confrères pour assurer la régularité de ces actes et de leur conservation et pour prévoir telle modalité et que ces actes aient une force véritable. Au cours d'une des premières conversations que nous avons eues, je la divulgue peut-être en off, vous m'avez indiqué que cet acte d'avocat mis en place pourrait permettre d'envisager que le divorce par consentement mutuel simple puisse se conclure par une telle modalité, et c'est une piste que, bien sûr, nous allons étudier ensemble. Un mot sur le RPVA. Ce système fonctionne, il peut être amélioré, il peut être développé, et la relation de la profession avec la direction des affaires civiles permet d'avancer dans cette voie. J'aurais voulu aller plus loin sur la modernisation de la profession, mais je vais vous dire un mot, car certains seraient déçus que je n'en parle pas, de ce qu'il est convenu d'appeler la gouvernance de la profession. Contrairement à une idée trop souvent répandue, cette gouvernance, terme que je continue à ne pas apprécier en lui-même, n'est pas si mauvaise. Les avocats sont indépendants, ils sont répartis en ordre, à la tête desquels les bâtonniers effectuent les missions que la loi leur confie. Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique, tout le monde le sait maintenant, prévu lors de la fusion entre les conseils juridiques et les avocats, est bien en place. Il a certes connu au cours de l'année 2013 des difficultés de fonctionnement qui sont en passe d'être résolues.
Certains voudraient voir émerger un ordre national. Peut-être pense-t-il qu'un tel ordre ferait rentrer dans le rang tel ou tel des ordres importants qui existent en France et qui veulent légitimement faire entendre leur voix. Mais je n'en suis pas certain, car même si un ordre national existait, les grands barreaux pourraient prendre la parole. Tel barreau peut s'exprimer librement, même s'il est important, même s'il est le plus important d'entre eux, par exemple, par le nombre d'avocats, mais lorsqu'il le fait, il ne parle pas au nom de la profession. Seul, au regard des textes, le Conseil national des barreaux et son président ont mission de représenter la profession. C'est dans cette qualité, Madame la Ministre, que nous vous recevons aujourd'hui. Alors bien sûr, le Conseil national des barreaux peut faire l'objet d'une évolution. Quel est l'organisme qui prétendrait ne pas pouvoir s'améliorer, se perfectionner? Il est au moins un changement. En accord avec mon bureau, je demanderai à la chancellerie de prévoir dès que possible. J'ose le dire maintenant. C'est de mettre fin à cette distorsion qui fait du président du Conseil national des barreaux un élu pour 1 an, rééligible 2 fois, alors que les membres de son bureau sont élus pour 3 ans, comme tous les membres du Conseil national des barreaux eux-mêmes. Alors que tous se rassurent ici, en janvier 2014, puisque ma tâche ne sera pas terminée, j'annonce que je serai candidat à la réélection que le texte impose. Mais cela ne m'empêchera pas de souhaiter, de demander que pour mes successeurs, le mandat qui leur sera confié soit de 3 ans et qu'ils ne subissent pas cette réélection que j'attends sans inquiétude. Madame la garde des Sceaux, le barreau de France est mobilisé derrière ses représentants. Le barreau attend de vous, d'une part, la compréhension des difficultés qu'il rencontre, et d'autre part, la réponse aux questions qui vous sont posées, puisque vous avez appelé à la concertation et que nous l'avons acceptée. Je ne doute pas que dès aujourd'hui, vous dégagerez le chemin des obstacles dont je viens de dresser la liste, ou au moins de certains de ces obstacles. Dès lundi matin, je serai de retour à la chancellerie, mais dès lundi après-midi, je réunirai toutes les composantes de la profession pour décider de la suite à donner au mouvement lancé aujourd'hui. N'oubliez pas, car je sais que vous y êtes sensible, que la question de l'aide juridictionnelle sur laquelle je reviens n'intéresse pas seulement les avocats eux-mêmes, mais constitue pour l'ensemble des citoyens un marqueur essentiel de la démocratie. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le souligne. C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui vient de le rappeler dans une lettre publique au gouvernement en date du 26 septembre. Vous savez bien l'importance de cet aspect pour la profession et pour la République. Vous le savez bien, j'en suis certain, je suis certain ainsi que nous serons entendus.